apparemment, il y avait du monde hein, dans ces jeux avec les clowns, je sais pas, avec ces où il faisait la fête. Il y avait d'autres enfants. Il y avait d'autres enfants, il y avait lui, il devait surveiller sa sœur, donc à l'époque, il avait 3 ans. La sœur donc était aussi. Ouais, et la petite, elle avait 1 an. Et il prenait des photos, etc., etc. Donc moi, je suis tombée de 3 km. Et j'ai donc retéléphoné à monsieur Carité, gendarme, pour lui dire, apparemment, il n'y a pas que le père, il y a d'autres gens. Donc il faudrait que je porte plainte contre les autres gens. Mais non, mais vous pensez pas, ça suffit déjà. Il a refusé de prendre ma plainte. Mais je savais que j'avais le droit de porter plainte, encore, d'étayer ma plainte. Alors, ce que j'ai fait, j'ai acheté un ordinateur, j'ai acheté une imprimante, et j'ai écrit une lettre au procureur, pour tout lui expliquer, pour tout raconter dans le détail, avec les mots de l'enfant de l'époque, ce qui se passait. Donc j'ai dénoncé une 12aine de personnes, quoi. D'accord. Et là, la plainte directe que vous aviez faite auprès du procureur par le biais de l'adjudant-chef Carité était toujours, faisait toujours l'objet d'une enquête. Toujours l'objet d'une enquête. Donc suite à ma lettre au procureur, j'ai quand même été auditionnée. Par le procureur? Non. Non, par le gendarme Carité. Par le gendarme Carité. Il n'y en a qu'un en France. Hein. En fait, moi j'étais abonnée à lui, on m'a dit, c'est lui. D'accord. Alors, si j'ai bien compris, le procureur a désigné un juge d'instruction, avec lequel au début ça allait plutôt bien, enfin ça suivait un cours normal. Ça suivait un cours normal, oui. Et subitement, ils ont changé de juge d'instruction. Ouais, voilà. Donc on est tombé sur Monsieur Cros. Et là, il ne s'est plus rien passé. Ah. Là, il ne s'est plus rien passé. Donc Monsieur Cros, nouveau juge d'instruction. Oui. Il vous a reçu? Alors lui, il m'a reçu 6 mois après. 6 mois après votre plainte. Ce juge d'instruction m'a reçu sans avocat. Parce que moi, les avocats de toute la région de Grenoble, puis ça je veux bien le dire, hein, Valence, Grenoble, Aix-en-Provence, Marseille, je suis allée voir Maître Collard, évidemment. Mon Dieu. Mon Dieu, ouais. J'ai fait beaucoup d'avocats. Hein. Ouais, je m'en doute. Ouais, j'ai dépensé, là j'en suis à 46 000 €. Tous les avocats, il n'y en a pas un qui a bien voulu m'accompagner chez le juge d'instruction. C'est-à-dire qu'il a fait son audition sans avocat. Moi toute seule pendant 3 heures. 3 heures sans s'arrêter. Hein. Les enfants sont partis en foyer sur demande du procureur. À quel moment? Parce que j'ai hurlé dans le téléphone en disant que j'étais épuisée et que je ne pouvais plus m'occuper de mes enfants comme il fallait et que je voulais qu'on nous aide. Mais moi, je pensais que j'allais être accueillie avec mes enfants en foyer mère-enfant. Ouais. Ils ont accueilli les enfants, puis moi, ils m'ont laissé dehors. D'accord. Donc moi, j'ai dormi dans la voiture pendant 3 nuits devant le foyer. Ça fait combien de temps que vous n'avez plus vos enfants? C'est la 5e année. La 5e année. Et vous les voyez à quelle fréquence? 1 heure tous les 15 jours. Dans quelles conditions? Alors surveillés toujours. Donc en fait, on parle de la pluie et du beau temps. On parle... Et là, vous n'avez pas le droit de leur poser certaines questions. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que quelqu'un vous fait du mal? Non, ça c'est interdit. Ça peut se retourner contre moi. C'est-à-dire qu'après, on peut m'enlever ses droits de visite. Donc je leur dis rien parce que je suis pas, comment dire... Vous êtes dangereuse. Oui, j'interprète ce qu'ils disent. J'oriente leur discours. Oui, on a compris. Oui. Enfin, je les manipule parce qu'ils m'ont fait l'expertise psychiatrique, évidemment. Philippe Bergeron, juge des enfants. Juge des enfants. Vous a envoyé voir le docteur L'ortho. L'ortho. Oui. Où ça? Donc à l'époque, j'habitais à Caen. Parce que j'ai déménagé, je me suis éloignée de la région que je sentais, comment dire. Oui. Ils m'ont pas loupé. Hein. Ouais.
Donc ils m'ont dit fragile psychologiquement, psychomaniaco-dépressif, enfin bipolaire, quoi. Mais qui n'a pas conscience de l'être, néfaste aux enfants petits, la totale, quoi. Alors la suite de cette plainte que vous avez enfin pu porter chez le procureur concernant les petites fêtes en réunion avec vos enfants. Ça n'a jamais suivi son cours. Hein. Mars 2009, en fait, j'ai eu non-lieu. Les motivations du non-lieu, c'est écrit même si monsieur reconnaît à minima avoir commis des actes de pédophilie prescrits, il n'y a pas assez d'éléments pour... En fait, ce qu'ils ont écrit, c'était que j'aurais pu manipuler, priver de discernement et instrumentaliser les enfants. Du coup, j'ai fait appel du pénal. Moi, ça ne servait à rien que je fasse appel. Ils ont fait un copier-coller du premier non-lieu. Hein. Ouais, d'accord. Ah ouais, ils ont rien dit de plus ni de moins. Ça m'a juste coûté 5 000 € de plus. Il s'est mis en dépression. Faut le faire, hein. Dépression. Et il a gagné 8 000 € par mois. À ne rien faire. Pendant 3 ans à ne rien faire. 3 ans? Il y a de quoi payer les avocats. Bon, c'était dégressif. À la fin, ouais. Il devait gagner peut-être que 5 000. Je sais pas. Mais on va le plaindre. Il y a de quoi payer les avocats. Hein. C'est clair. Voilà. Donc il s'est mis en dépression réactionnelle, le pauvre chéri. Est-ce qu'il les voit? Est-ce qu'il peut les récupérer, les enfants? Oui, il les voit pendant les vacances, tranquille, sans surveillance. Il peut partir avec les enfants pendant les vacances? Oui, oui. Ouais. C'est pas possible. Et d'ailleurs, il est même allé à Porquerolles là, récemment faire du bateau. Je suis vachement contente. Dans le camp des gens que je dénonce là. Donc il a eu la moitié des vacances et il les a un week-end sur 3. Les enfants ne peuvent rien vous dire donc de ce qui se passe. Alors, justement, l'an dernier, puisque j'ai été très sage, parce que j'ai fermé ma bouche, puisque toutes les associations disent qu'il faut se la fermer. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, on va essayer. Donc, j'ai fermé ma bouche. Donc, j'ai réussi, avec une contre-expertise psychiatrique aussi, que j'ai faite chez un médecin à Paris, j'ai obtenu un droit d'hébergement. Donc, je suis partie moi aussi en vacances avec mes enfants. Eh bien, Timothée a dit que papa continuait de frotter son zizi dur contre son dos. Voilà. Quel âge, Timothée? Timothée, donc là, il a 8 ans cette année, mais quand il a dit ça, il avait 7 ans. Et bien, ça n'a pas loupé, hein. Il a parlé à sa famille d'accueil. Les services sociaux ont fait un signalement. Okay. Mais ça n'a pas empêché le père de partir en vacances avec les enfants. Ça n'a rien fait du tout. Il continue pendant les visites. Et entre-temps, il y a eu le juge aux affaires familiales qui lui a donné la garde. C'est pas vrai. Eh bien si, pendant qu'on y est. C'est pas des moments agréables, quoi, quand on dit monsieur le procureur vous fait savoir qu'il ne veut pas d'une affaire de trop. On se dit là, on se bat contre quoi, oui. Alors j'ai écrit, il y a monsieur Fillon aussi. J'ai écrit à Rachida Dati, j'ai écrit à Léo Marie, j'ai écrit au nouveau, là, je sais plus, même Mercier. J'ai écrit à tout le monde, hein. On écrit des fois au président par internet, des fois ça fait du bien. Ça sert à rien, mais ça fait du bien. Les réponses de ces gens-là? Ben, les réponses sont toujours les mêmes. Vous pouvez faire appel si vous n'êtes pas contente du... Et séparation des pouvoirs, donc... Oui, beaucoup ça aussi. Ouais. Mais jamais vous n'avez eu donc la possibilité de récupérer vos enfants et de faire en sorte que l'individu soit poursuivi pour les actes qu'il a manifestement commis. Et il gagne sur tous les terrains. Des fois, j'ai un peu une étincelle d'espoir en lui. En lui? Oui, parce qu'il m'a dit un jour, s'il n'y a que la prison qui peut me soigner, j'irai. Donc, porte plainte contre moi. J'ai une dernière petite question à vous poser. Est-ce que lui aurait été, d'après vous, avant d'être le prédateur qu'il est, une victime? Ah oui, oui. Oui. La réponse est oui. Il est peut-être, alors il faudra bien suivre là, il est peut-être le père de son demi-frère. C'est-à-dire qu'en fait, il a été abusé par une femme. Ah. La femme de son père. Waouh. Et donc, il est peut-être le géniteur de son petit frère.
Et ça se serait produit quand il avait quel âge? 13 ans. Il vous en a parlé? Ah oui. Ainsi donc, le pédocriminel était lui-même une victime étant enfant. Nous retrouvons ce paramètre dans de nombreux dossiers. Il aurait pu être, lui, victime des violences sexuelles de ses géniteurs. Pour moi, c'est une évidence. C'est une évidence. Pourquoi serait-ce une évidence? Il y a beaucoup de choses, parce que... il y a beaucoup de choses, mais déjà parce que pour moi, on ne naît pas monstrueux. On ne devient que pour devenir qu'il est, je pense qu'il a fallu énormément, vraiment quelque chose de déshumanisant pendant très longtemps dans l'enfance. Ok, inconditionnellement. Ouais, parce que moi la première fois que j'ai vu son père, j'ai eu froid dans le dos et l'image qui m'a traversée, c'est un pervers. Ah, mais dites-moi, ce ne serait pas comme si, dès la naissance de ses enfants, quelque chose en lui se serait réveillé? Pour Laura. Pour Laura? J'en suis sûr. Je sais pas pourquoi. Mais ça aurait déclenché quelque chose, un peu comme une double personnalité qui se réveille? Oui, quelque chose qu'on le cache et qu'il n'arrive plus à cacher. Parce que, voilà, moi ce que je pense réellement, et je lui l'ai dit, donc il s'en rappelle, ce que je pense réellement, c'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui a été abusé depuis tout petit. Ah, c'est intéressant ça. Voilà. Il a été abusé depuis tout petit, et que les gens qui le couvrent, ce sont les mêmes gens qui ont abusé de lui. Et que je lui ai dit, fais la liste des gens qui t'ont abusé, parce qu'à mon avis, c'est les mêmes gens qui te couvrent aujourd'hui, et c'est pas toi qui cherches à couvrir, c'est eux. Oui. Voilà. Oui, comment il a réagi? Voilà. Et là, il s'enferme, il devient tout petit. Et là, en plus, il a sa fille qui la regarde et qui lui dit, papa pique plus, parce que maman, elle est en colère. Sa fille, elle est sur une balançoire, et lui, il est au pied de la balançoire. Il est rouge et il est comme ça. Et là, il devient un fœtus. Oui, ok. Il se met en position de fœtus. Il devient tout rouge et il devient en position de fœtus. Vous parlez de sa maman? Oui, de sa maman, j'en suis sûr, parce que la mère, elle est pratiquement amoureuse en symbiose avec son fils. Ah. Son père, que j'aimais beaucoup, je me permets de le dire, parce que c'est quelqu'un qui m'appréciait, il m'a dit sur son lit de mort, Véro, toi je t'aime bien, il a demandé à Manu de l'excuser, Manu l'a pas excusé. Tiens. Il avait quelque chose à se faire pardonner de ses graves. Voilà, je pense. Avancé. Moi, je me dis que quelqu'un qui a l'idée de prendre une ceinture, d'attacher sa fille, de 2 ans, de la violer, c'est quelqu'un à qui on l'a fait. Voilà. Et là, elle se met en colère et elle change de comportement par rapport à ce qu'elle m'avait habituée à faire sur la table à manger. Elle se met en colère et elle essaie de m'attraper la main, puis elle me dit attache ma jambe, attache mes bras, attache ma jambe avec la ceinture. Et puis voilà, elle a ressorti aussi. Quel âge elle avait quand elle a dit ça? Là, elle avait plus de 2 ans, quoi. C'est-à-dire que j'estime que quelqu'un n'arrive pas à ce stade, comme ça, voilà, c'est pas possible. Donc d'après vous, nous sommes dans un cadre qui nous intéresse beaucoup, de victimes devenues bourreaux. Très clairement. Mais alors ça pue le réseau, excusez-moi. En plus, vous... J'en suis sûr. Et j'en suis tellement sûr que je pense que lui-même est en danger. Parce que je pense que ces gens-là n'ont aucun scrupule. Très probablement, donc, si votre ex-belle-mère abusait des enfants, ça sous-entendrait que la première victime eût été votre ex, son fils. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est le cas. Un jour où ma fille était mal, et quand on est rentré, mon ex s'est mis à pleurer, s'est mis en colère et monté dans la chambre. Il a dit c'est à cause d'elle tout ça en parlant de sa mère. Et je pensais qu'il parlait de Léa à ce moment-là. Quand je suis venue le voir, j'ai su que c'était pour lui qu'il parlait. Il n'était pas bien, il pleurait pour lui. Pour vous, ça fait aucun doute, il était victime avant de devenir bourreau. Il ne s'agit pas d'un détail, mais d'un paramètre fondamental, cœur même du sujet de fond. Rien de ce que nous constatons n'est dû au hasard, et tout trouve sa cohérence. L'inquisition judiciaire agit en pleine conscience, de façon délibérée, calculée, sur ordre, suivant les consignes strictes des sociétés secrètes, franc-maçonnerie, Rose-Croix, Ordre de Malte, etc. D'une part,
Si les prédateurs demeurent intouchables, perpétrant leurs crimes impunément, leurs petites victimes ne trouvent jamais justice et encore moins protection. Alors dans le cas d'une ancienne victime qui a pu trouver de l'aide à un moment donné, sa réaction naturelle a toutes les chances de vouloir protéger d'autres enfants, mais sans garantie pour autant qu'il ne subsiste pas de profondes séquelles psychologiques. Mais pour les victimes qui n'ont jamais eu justice, qui ont été contraintes de grandir dans un climat de sévices sexuels, c'est le contraire qui se produit. Alors pourquoi? Toute victime de sévices appliqués de façon régulière a recours à un phénomène de scission de sa personnalité pour survivre psychologiquement à l'horreur du quotidien auquel elle est condamnée à grandir jusqu'à l'âge adulte. Ce genre de victime arrive à l'âge adulte profondément perturbée d'une façon ou d'une autre, ayant alors très souvent tendance à développer des déviances sexuelles et ou à renier sa sexualité naturelle. Soulignons, entre parenthèses, que la frange dont nous parlons ici constitue en majeure partie cette minorité désignée LGBT par notre imposture politique. Vous commencez à comprendre? Mais cela ne nous dit pas pour autant en quoi le passage à l'acte pédocriminel du fait d'anciennes victimes est si récurrent. Souvent, pour celles-ci, les souvenirs enfouis des crimes subis remontent à la surface à l'arrivée ou dès la mise en présence d'un nouveau-né. La question reste de savoir comment le profond mal-être qui envahit plus ou moins consciemment ces anciennes victimes, jamais soignées, ne semble trouver alors de soulagement qu'à travers la reproduction des sévices subis dans leur enfance. Comme si le fait de perpétrer de tels sévices sur d'autres enfants constituait, pour ces anciennes victimes, une sorte d'exutoire. En fait, c'est tout un processus assez complexe au niveau psychologique qui s'enchaîne et qui rentre dans un contexte précis. En effet, il faut appréhender la problématique dans le cadre du réseau pédocriminel au niveau sociétal que nous dénonçons. Là, nous parlons d'un véritable protocole qui est appliqué en conscience. Ainsi, les bourreaux créent le plus souvent un climat de confusion entre les agressions sexuelles qu'ils commettent sur des enfants en bas âge et une ambiance festive de jeu. Exemple, déguisement de clown dans la cabane au bord de mer dans l'affaire d'Hélène Chouara. Dans une telle ambiance, l'enfant hautement perturbé est progressivement invité à devenir lui-même acteur de ces jeux sur les plus jeunes enfants. Les petites victimes, ainsi initiées, constatent que les jeux deviennent moins douloureux pour elles et qu'elles ont plus d'attention et de récompense de la part des bourreaux dès qu'elles deviennent elles-mêmes plus actives dans les jeux, voire cruelles avec les autres enfants. Nous retrouvons dans ce processus le fameux syndrome de Stockholm, où la victime devient sympathisant de la cause du preneur d'otages pour chercher à être épargné. La perche tendue par le bourreau arrive toujours à point nommé, s'agissant de l'invitation de passer du stade de proie à celui de prédateur. Mais la plupart du temps, ambiance de jeu ou pas, ces petites victimes initiées gardent enfoui un ressenti initial de terreur. Cette terreur est plus formellement utilisée dans les cérémonies sataniques, donc les milieux franc-maçonniques, rosicruciens, etc. Là, il n'y a pas de notion de jeu pour tromper l'enfant. Il est plongé dans la plus épouvantable des terreurs, ne pouvant se dégager des tortures et de l'épouvante qu'en devenant lui-même tortionnaire, tout en se fabriquant une ou plusieurs autres personnalités pour échapper au cauchemar. Dans notre prochaine vidéoconférence, vous comprendrez jusqu'où l'abomination va, dans la pratique, s'agissant des plans et protocoles d'initiation à la pédocriminalité et même au satanisme, et dans quelle proportion, ce que ne soupçonne pas notre collectivité. Nous vous expliquerons plus en détail en quoi il s'agit d'un programme de contagion de masse des mœurs pédocriminelles et sataniques, et en parallèle d'un programme de fabrication à la chaîne d'une relève totalement satanique de notre petite élite sociétale, cheville ouvrière du plan de Lucifer pour les maîtres du monde.